Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant d'envoyer la musique, je profite que vous soyez tous là pour vous adresser quelques mots. Tout d'abord, merci de votre soutien depuis le début de ce projet. Merci de vos écoutes et merci de vos retours. Merci aussi à mes invités, ce sont eux qui font le sel de nos échanges. Pour ce qui est des entretiens à proprement parler, on se retrouve à la rentrée. Mais je vais profiter de l'été pour remettre en lumière les livres choisis par mes invités, agrémentés de quelques surprises. C'est également la période idéale, il me semble, pour mettre vraiment à jour les bibliographies, tâche que j'ai peu à peu délaissée. On reste donc en contact sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité au fil de l'été. Réseaux sociaux toujours, et j'imagine que vous me voyez venir avec mes gros sabots, cette fin de saison me semble être le moment idéal pour suivre et partager Constellation autour de vous, sur Twitter, Facebook, Instagram, et laisser de super avis et notes sur YouTube, Apple Podcast ou encore Spotify. Alors avant de commencer l'épisode, je vous attends un petit instant, comme ça vous avez le temps de le faire. Maintenant que tout est à jour, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel été plein de lectures au soleil. Et si d'aventure vous lisez un livre dont on a parlé dans Constellation, tenez-moi au courant, ça me ferait super plaisir d'échanger autour de ça. À bientôt! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Constellation de papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Bienvenue dans la deuxième partie de l'entretien avec Laurine Roux, romancière aux mille facettes. L'écriture, c'est la grande affaire de ma vie. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et on va parler d'écriture, d'odeur, de science, de staccanovisme et de mille autres choses. Rebonjour Laurine. Bonjour. Nous revoilà donc après le premier épisode. Nous revoilà encore dans les rayonnages de ta bibliothèque mentale, ta bibliothèque personnelle. La semaine dernière, on a parlé de tes lectures personnelles, mais de beaucoup d'autres choses, parce que la conversation nous a amenés dans tout un tas de directions différentes. Mais c'était foisonnant et passionnant, et certaines choses qu'on retrouvera sûrement dans l'entretien qui arrive. Donc je voulais, avant de commencer vraiment à parler des livres que tu m'as indiqués, ceux qui ont donc marqué ton travail, je voulais qu'on prenne quelques minutes pour parler de tes livres à toi. Donc normalement, si je fais pas d'erreur, mais je suis à peu près sûr de moi, il y en a 5. Ouais. Une immense sensation de calme qui est parue en 2019, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, et on disait ça peut être considéré comme s'approchant d'une forme de conte. Il y a eu l'année d'après Le Sanctuaire, qui est là plutôt, pareil, on en a un peu parlé, une fiction post-apocalyptique d'une famille qui vit absolument coupée du monde parce que le monde est devenu absolument un péril, on va dire, et donc celui-ci est sorti en 2020. On a ensuite celui à cause ou grâce auquel je t'ai invité, qui s'appelle L'autre moitié du monde, qui est paru en 2022, dans lequel là on retrouve plutôt une veine sociale, en gardant vraiment quand même cette sensibilité, cette écriture très poétique, etc., mais avec un contenu un peu plus politique, qui se passe en Espagne juste avant, autour du début de la guerre civile. Et enfin est paru l'année dernière le dernier, qui s'appelle Sur l'épaule des géants, qui est là un livre encore différent, qui part peut-être moins facile à aborder, on va dire. Et enfin, pour finir, un livre jeunesse qui s'appelle Le souffle du puma, qui est sorti cette année. Alors du coup, j'aimerais bien que tu me présentes Sur l'épaule des géants, parce que je serais curieux de voir la façon dont toi tu le présentes. Après, j'aurai 2-3 autres petites questions sur ton travail. Sur l'épaule des géants. Alors, moi j'aime bien le présenter comme ça. C'est une saga, la saga d'une famille, la famille Agulon, sur à peu près un siècle et demi d'histoire, qui part des recherches de Pasteur sur les maladies des vers à soie, pour arriver jusqu'au lendemain des attentats du World Trade Center. Et ensuite, cette famille sur 7 générations, où les femmes portent la culotte et des noms de fleurs, et accompagnée par une autre lignée, une lignée de chats qui philosophent, évidemment, Socrate, Érasme et Diogène.
Voilà, c'est comme ça que j'aime bien le présenter. Et il est illustré. Oui. Ça, c'est «notable» entre guillemets parce que c'est évidemment pas si fréquent pour des romans. Ça, j'aurais été un petit peu curieux aussi de si tu veux peut-être nous expliquer, ce choix. Et puis, c'est un livre, contrairement entre guillemets, aux autres, qui a je trouve une plus forte, vraiment plus forte dimension, humoristique, dans le sens où il y a une légèreté, une espèce de Ouais. comique de situations et de scènes qui est, auquel tu nous avais pas habitués, on va dire. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots aussi? Alors oui, il est illustré, par 70 gravures originales d'Hélène Bautista. Ça, c'est une idée de mes éditeurs, et notamment Valérie. Enfin, j'ai 2 éditeurs, Valérie Millet et Marc Villemin, aux éditions du Sodeur. J'ai cette chance-là d'être doublement accompagnée. Et là, c'est Valérie Millet qui, à la lecture du texte, a tout de suite pensé à la tradition, au XIXe siècle, et ensuite des feuilletons qui Mmh. étaient accompagnés de gravures. Et elle m'a proposé ça, l'idée de publier le texte accompagné d'images, de gravures. Et moi, ça m'a totalement séduite d'entrée de jeu. Et puis, il a fallu partir à la recherche de quelqu'un dont l'univers entrerait en résonance avec le texte. Et c'est comme ça que Valérie est tombée sur le boulot d'Hélène Bautista, en cherchant, en enquêtant, quoi, vraiment, sur les internets. Et Hélène s'est emparée du texte. Bon, c'était pas forcément gagné qu'elle ait envie de travailler sur ce texte-là. Et en fait, elle s'en est emparée de manière ultra gourmande, ultra joueuse. Enfin, elle est très facétieuse. Et elle a joué sans jamais être illustrative ou figurative. Enfin, c'est un dialogue entre le texte et ses gravures qui assez joueur. Et ça m'a infiniment plu. J'ai beaucoup aimé cette expérience-là. Et puis bon, j'étais plus complètement. Enfin, tout était joyeux de toute manière autour de ce texte. Et donc, ça me permet d'arriver à la deuxième partie de ta question. C'est oui, c'est un texte qui détonne un peu par rapport à mes trois autres au Sonneur. Parce qu'il s'offre la possibilité de l'humour, celui-ci. Il est un peu plus total, on va dire, dans ce sens-là. Et le jeunesse a aussi cette dimension-là, et qui est quelque chose qui me ressemble. Enfin, moi, j'aime beaucoup rire dans la vie. Enfin, c'est peut-être central dans mon existence, hein, faire des jeux de mots, rigoler. Et je me le permettais pas jusqu'à présent dans l'écriture, peut-être par manque de confiance, je crois, hein, que c'est manque de confiance dans le. Et puis peut-être aussi, j'ai eu un parcours de publication qui a été assez empêché au début. Moi, j'ai commencé à écrire Une immense sensation de calme en 2009, et il a été publié en 2018. Mmh. Donc ça veut dire que j'ai été pendant longtemps refusée. Et ça construit une relation parfois un petit peu complexe, hein, avec le milieu de l'écriture, le milieu de l'édition, et complexé aussi. Euh, et ça forge aussi un rapport au texte très intime, une nécessité qui n'est plus à éprouver par la suite, ou en tout cas qui continue, qui reste gravée, hein, cette nécessité-là. Donc continue à écrire même s'il n'y a pas d'éditeur. Et j'ai mis longtemps à. C'est un texte que j'avais écrit, que j'avais commencé à écrire en 2011, que j'avais mis 3 ans à finir. Donc je l'avais terminé en 2014. Et je l'ai montré à Valérie Millet. J'ai dû le montrer en 2021, Ah oui, quand même. alors que j'étais publiée chez eux depuis 2018. Oui, oui, et que donc la relation de confiance qui peut se nouer entre un éditeur, une éditrice et un auteur ou une autrice dans ton cas, était là, mais Oui, tu as oui. gardé quand même, OK. Oui.
par devers moi ce texte-là que j'avais faussement l'impression qu'il n'était pas pour le sonneur. Je me faisais mais c'était des histoires que je me racontais parce que j'avais peur. Parce que j'avais peur de ce texte aussi, de sa légèreté, qui n'en est pas une. Hein. En fait, on traverse 2 siècles de folie des hommes, de guerre. Enfin, le texte est travaillé par la mort, par la folie, mais il y a le rire qui l'emporte toujours et qui mais je suis très contente de l'avoir publié au terme de cette histoire éditoriale avec c'est une vraie maturation pour moi, ça a du sens. Ça, tu vois, c'était, tu l'as amené de toi-même, et c'était une question que je voulais te poser en considérant effectivement le rythme de parution assez resserré de tes livres depuis donc ton premier titre édité. Ouais. Moi, je m'interrogeais sur quel livre, quel livre était déjà écrit ou que tu as remis en route, etc. Sachant que généralement, c'est vrai aussi que je le dis comme ça, hein, mais j'avais pas forcément de très bon exemple d'auteurs ou d'autrices qui sortent un livre par an avec cette régularité de métronome. Et du coup, en les lisant... Mais ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus parce que j'en ai pas des masses en réserve. Là, voilà, là, t'as plus de... c'est ce que, en fait, j'ai supposé que t'avais effectivement plusieurs textes, entre guillemets, d'avance. Mais là, t'es arrivé, voilà, au bout de ton stock, on va dire. Alors, j'en avais pas des masses en avance, des textes. J'avais écrit Une immense sensation de calme, ouais. Et que j'ai retravaillé pour le sonneur. J'avais voilà une première version de Sur l'épaule des géants, mais c'était tout. Donc j'ai publié Une immense sensation de calme, j'ai laissé dans mes tiroirs Sur l'épaule des géants, et à ce moment-là, après j'ai écrit Le sanctuaire, puis j'ai écrit L'autre moitié du monde, et puis j'ai retravaillé Sur l'épaule des géants en même temps que j'écrivais le roman pour la jeunesse qui est sorti là en mai. Je suis quand même une staccanoviste, hein. Ça c'est quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, non mais ça m'a toujours défini. Je suis quelqu'un qui travaille. J'aime travailler, et en particulier l'écriture. Mais j'ai un petit peu la même... Enfin, c'était mon surnom en Hippocagne et en Cagne Stakhanov. J'ai une force de travail assez colossale. Au jardin aussi, voilà, je peux passer des heures à piocher comme je peux passer des heures à écrire sans m'arrêter, enfin, vraiment, parce que ça me fait exulter. C'est quelque chose qui m'apporte bien plus que ça ne me fatigue en réalité. Ça ne te coûte, ouais. Ah bah, l'écriture, c'est la grande affaire de ma vie. Donc tu arrives à être extrêmement efficace, serait pas le mot, mais Non, pas efficace. à y être, quoi. Non, pas efficace. En tout cas, à y accorder un temps indécent. Oui. Indécent. Voilà, et j'ai de la chance parce que je suis tombée dans une maison d'édition qui cultive le même même goût, le même appétit pour ce travail des textes. Enfin, on passe beaucoup de temps ensemble aussi à retravailler les textes sur des arbitrages infimes. Hein. C'est pas grand chose souvent, mais et oui, ça c'est donc j'avais pas tant de textes que ça en réserve. Mais j'écris quand même la plupart du temps, tout le temps. C'est rare les périodes de sécheresse, et puis j'ai pas mal de textes poétiques que j'ai pas publiés, des nouvelles que j'ai pas publiées, que j'ai écrites entre temps. Enfin, mais pareil, là, dans un chemin d'écriture, c'est des choses que je suis pas encore prête à publier. Pas là. Pas maintenant, pas comme ça. Enfin, pareil, là aussi, il y a quelque chose de l'ordre de, j'ai besoin qu'il y ait une vraie raison à un moment donné, ou un vrai hasard, ou une vraie histoire qui se passe et qui me dise ah bah oui, c'est là, c'est maintenant. Oui, parce que ça, c'est quelque chose dont tu nous as parlé la semaine dernière. Je crois que tu as employé le terme de nécessité quant à l'impulsion, on va dire, pour l'écriture. Et dans la mesure où tu explores quand même
des voix, enfin des voix, oui, au deux sens du terme, hein, assez différentes dans tes livres. Il y a cette nécessité qui se, entre guillemets, se renouvelle, un besoin vraiment que tu arrives à clore, on va dire, avec une forme, un livre, un roman, une histoire, une série de personnages, et tu arrives assez rapidement à passer de l'un à l'autre, à te rentrer dans un autre style d'histoire, une autre nécessité. Ah, je suis pas si sûre de ça. Déjà, je suis pas complètement sûre d'épuiser une forme ou une histoire totalement, parce que je me rends bien compte, force m'est de constater qu'un texte en engendre un autre. Il y a quand même une parenté, tu vois, par exemple, entre Une immense sensation de calme et Le Sanctuaire, il y a quelque chose de très cousin Oui. entre les deux textes. Gemma, elle me semble quand même aussi très cousine de Toya, l'héroïne de L'autre moitié du monde. Bon, après, Sur l'épaule des géants est un petit peu différent, mais n'empêche, parce que je l'avais écrit bien avant, et puis c'est une sorte d'apax dans ce que j'ai pu écrire jusqu'à présent, mais n'empêche que je l'ai travaillé au moment où j'écrivais le texte jeunesse, qui lui joue beaucoup de la collision entre le tragique et le comique. Et donc je veux pas croire qu'il n'y ait pas des principes de contamination d'un texte à un autre, ou en tout cas quelque chose qui se tisse. C'est pas absolument des univers clos, voire même pas du tout. Mais Non, tu sais, non, non, moi non. je les ai relus là ces derniers jours pour préparer notre entretien, et je les ai relus entre guillemets dans l'ordre. Et j'ai donc enchaîné Une immense sensation de calme et Le Sanctuaire. Et je me suis fait un peu les remarques que tu te fais toi, et tout en me disant à la lecture, en me disant mais arrête, t'es dans ton truc de constellation, vouloir systématiquement trouver des ponts d'un truc à l'autre, ça n'a pas forcément de sens. Et donc vraiment de, entre guillemets, me censurer dans cette optique-là, et me dire bon, c'est deux livres autonomes, parce que par ailleurs les sujets sont différents, les personnages ils n'ont rien à voir, mais j'ai quand même ressenti ça aussi, une familiarité entre l'un et l'autre, on va dire. Oui. Oui, moi je dirais que ce sont des univers qui sont très différents à chaque fois, mais n'empêche que il y a une proximité. En tout cas, on se déplace petit pas après petit pas, et ils ont une parentèle entre eux qui est. Mais bon, ça s'explique assez. Le creuset, c'est que ce sont les mêmes obsessions, ce sont les mêmes angoisses, ce sont les mêmes les mêmes émerveillements. Enfin, il y a quand même le terreau, c'est terrible, hein. C'est moi. Donc on sort, on est toujours. Alors c'est ce week-end justement, on parlait avec Céline Rigui et Guillaume Lebrun des états dans lesquels on pouvait écrire, et on a convenu qu'on était au bord de soi-même quand on écrivait. Bon, on est toujours quand même à l'intérieur de soi. Ouais. On est au bord, enfin, c'est à la lisière, la tangente, mais on a une forme de limitation, hein, qui est. C'est pour ça que au début, la semaine dernière, je t'ai dit, moi j'écris ce que je peux. Ouais, parce que ça vient, entre guillemets, de l'intérieur. L'histoire, elle Tu ne... germe dans un terreau, Ouais, qui est un terreau qui vient essentiellement des géographies qui m'appellent. Et ces géographies-là, si elles m'appellent, c'est parce qu'il y avait un corps dans un espace, hein. C'est très déterminé tout ça. Donc il y a des déterminismes à l'œuvre. Déterminisme physiologique, géographique. Et bon, là, ça vous échoit. Puis vous n'avez pas le choix. ouais, tu es requise, quoi. Oui, 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 C'est, un petit peu. J'aime bien l'idée. J'aime bien le mot. et alors, il faut qu'on évacue la route.
il faut qu'on évacue la route Ça va parce être qu'on en a parlé la semaine ça va être dur dernière. parce que moi, ça revient souvent dans ma vie quand même, hein. Je vais pas Oui, évacuer. oui, non, mais qu'on l'évacue comme ça parce que J'ai bien compris. moi, ça a été une expérience, comme je pense beaucoup c'est un peu ce que tu disais déjà, précédemment, mais, moi, ça a été une expérience extrêmement, difficile, parce qu'en plus, j'ai eu la bonne idée de le lire pendant le confinement. Oh là là, ouais. Ouais, c'était pas la bon, bref, je l'avais encore jamais lu, je l'ai lu. Et évidemment, on y pense aussi, tu l'as cité la semaine dernière, on y pense aussi en lisant le Sanctuaire, dont je me suis aussi demandé à quel moment tu l'avais écrit, parce qu'en termes de temporalité, il y a des choses qui s'apparenteraient un petit peu à ce qu'on a vécu à ce moment-là, mais il me semble que tu l'avais écrit avant. Ça n'a rien, en fait, techniquement, ça n'a rien à voir. Je crois que j'ai commencé à le fomenter dans mon esprit en 2017 et commencé à l'écrire en 2019. Oui, donc après, c'est une collision du hasard qui fait qu'il est arrivé à ce moment-là, mais donc ça n'a rien à voir, entre guillemets, à ce moment-là, avec ce qu'on a vécu. Mais en tout cas, pour moi, tu vois, là, on parlait l'autre jour des sensations, des moments de lecture et de tout ça qui se connectent. Moi, Ouais. la route est aussi beaucoup associée à ça. Donc, je veux bien que tu nous en parles un petit peu, pas trop dramatiquement si c'est possible. C'est pas facile hein, d'en parler, parce que c'est quand même pas fandard comme texte. Non. C'est Cormac McCarthy qui raconte l'odyssée d'un père et de son fils à travers un monde dévasté qui est envahi par les centres. Et ils errent sur une route, ils poussent un caddie qui est rempli de tout un tas de trucs, un bazar. Ils ont un revolver dans lequel il y a, si mes souvenirs sont bons, je sais pas. Non, alors là, moi, je suis nulle en chiffres, mais je crois que c'est 2 balles ou quelque chose comme ça. Et le père, dans ces ruines, essaie, tant bien que mal, de d'éduquer son fils et de lui inculquer le bien face au mal qui semble s'être emparé de la plupart des hommes, qui sont retournés à l'état sauvage, qui sont anthropophages, qui esclavagisent les autres dès qu'ils le peuvent. Enfin voilà. Et donc le roman est émaillé de rencontres qui sont faites avec d'autres humains. Et c'est assez effrayant. C'est un texte, moi, que j'ai lu dans un état d'apnée absolue. Et j'en suis à ma 7e lecture, je crois. Et systématiquement, 30 pages avant la fin, je suis prise de spasmes, mais c'est le mot, hein, de spasmes, de terreur absolue. Et je ne peux plus m'arrêter de pleurer. C'est un texte qui me fait un effet, il touche un point névralgique d'angoisse, et je pense une angoisse qui est très contemporaine, tout en étant presque mythique. Et c'est toute la force de ce texte-là, d'avoir la force des grands textes, hein, il est, je crois que c'est presque un peu comme si c'était un héritier de la Bible, avec une force lyrique, archaïque, qui le rattache à toute une tradition presque shakespearienne, et en même temps de parler du monde et de nos angoisses très actuelles d'effondrement, à la fois écologique et puis d'effondrement métaphysique, de l'effondrement de ce que peut être de l'effondrement de l'humanité en nous. Voilà, c'est pas du tout fandard ce que je viens de te dire. Tu sais. Non, mais je sais, le défi était impossible, évidemment. C'est juste que je voulais pas moi-même me retrouver maintenant dans la situation que tu décris quand tu arrives aux 30 dernières pages. Ça aurait été un peu compliqué pour continuer à mener l'entretien ensemble. Ouais. Mais tu vois ce que tu dis de cette dimension, je sais plus les mots exacts que tu as employés, mais sur l'aspect un peu mythique, un peu universel, tout en parlant de notre époque. C'est-à-dire, c'est de dire des histoires qui
d'une certaine façon, à quelques détails techniques près, elle pourrait se passer à un autre moment, à n'importe quel moment pour une partie de leur récit, parce qu'elle raconte quelque Ouais. chose qui n'est pas daté en soi. Ça, c'est la puissance, moi, dans laquelle je crois beaucoup, des archétypes. Et ça, on revient à ce qu'on disait la semaine dernière du conte. La force archétypale. Moi, alors ça, j'y pensais sur la route tout à l'heure. Je pensais au livre que j'allais rassembler là pour l'entretien de ce soir, et puis je pensais à Barbe Bleue. Je me disais tiens, je l'ai prêté, le recueil dans lequel j'ai Barbe Bleue. Et en pensant à ça, je me disais mais c'est marrant, Barbe Bleue, moi, il m'a ouvert les yeux avant même que la vie ne me les ouvre sur le fait qu'il existait des gens profondément mauvais, et sur les serial killers. C'est quelque chose, enfin, il m'a ouvert les yeux sur ça avant même que je connaisse l'existence de Ted Bundy ou de Caligula ou de Néron ou de Gilles de Rais, enfin, et il est tout ça en même temps. Donc, de temps en temps, les histoires peuvent endosser comme ça, oui, des figures archétypales, pas des histoires, les personnages. Et le personnage du père et celui du fils, enfin le duo père-fils dans la route, ils ont cette force-là. Merci de cette explication. Lisez La Route si vous l'avez pas encore fait. Voilà, comme ça c'est dit. Et puis tout Cormac McCarthy, hein, parce que moi je parle de La Route, mais tout ce qu'il a pu écrire c'est un très 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 grand écrivain contemporain. Tu l'as d'ailleurs, tu le cites d'ailleurs Oui. le mot m'échappe, voilà, Du merci. Sanctuaire. En exergue du Sanctuaire, du coup j'en profite. Encore une petite citation. Je cite donc: si le monde n'est qu'un récit, qui d'autre que le témoin peut lui donner vie? Ouais, je me suis bien amusée en mettant ça en exergue, parce que pour qui n'a pas encore lu le livre, c'est pas la même chose de le lire en exergue à la fin. Oui. Une fois qu'on a lu le texte. Mais donc voilà, donc lisez tout Cormac McCarthy et revenons à notre liste. Je vais attaquer par peut-être le livre le plus surprenant. Alors à la fois surprenant parce que je m'attendais pas à trouver quelque chose de ce type-là, on va dire, et à la fois il répond à une de mes interrogations. Je l'ai dit plusieurs fois, il y a vraiment quelque chose dans l'écriture des sens, de la sensibilité dans tes romans qui est vraiment qui est extrêmement marquant, et qu'on retrouve là pour le coup largement dans le livre à l'autre. Je sais que c'est aussi d'expérience quelque chose que nombre de personnes qui ont lu, entre autres L'autre moitié du monde, que je me suis efforcé de beaucoup faire lire en librairie, revenaient beaucoup en parlant de ça. Et donc c'était, voilà, si je reviens à cette interrogation première, de me dire mais où va-t-elle chercher tout ça? Et tu m'indiques donc dans cette liste un livre qui s'appelle Journal d'un parfumeur. J'étais sûre que tu allais parler de ça. Je me disais, mais duquel? Puis après, quand tu as parlé de L'autre moitié du monde, je me suis dit, ah, c'est ça. Bon, donc, alors j'espère que ça tombe donc pas tant que ça à plat. Non, pas du tout. Vas-y, écoute, je te laisse nous le présenter et nous expliquer son importance pour toi. Alors, j'aurais pu en citer un autre de Jean-Claude Héléna. Jean-Claude Héléna, c'est un né. Et il aime bien écrire. Il a écrit son journal, un journal d'un parfumeur, qui est suivi d'un abrégé d'odeur. Et il a aussi écrit un texte, peut-être d'ailleurs au-delà du journal d'un parfumeur, moi le texte que je préfère de lui, c'est L'écrivain d'odeur. Parce que quand il parle, donc il était né chez Hermès, et il aime dire qu'il écrivait des odeurs. Et je crois que moi, à l'inverse, j'aime pas à l'inverse, hein, d'ailleurs, dans un geste que j'aime travailler de la même manière, de manière aussi métaphorique. J'aime que les mots sentent. Et c'est ma vocation ratée, née. Moi, j'aurais voulu être née
quand j'étais plus jeune. J'ai beaucoup appréhendé le monde avec mon pif. Je m'amusais beaucoup à décortiquer les odeurs, les parfums, les plats, le vin par la suite, le tout. Puis alors ça amusait beaucoup mes parents qui aimaient me faire sentir les choses et puis que que je leur dise tout ce que je sentais. Et j'avais une certaine prédisposition dans ce domaine. Et je sais pas trop pourquoi. Certainement parce que c'était un peu compliqué. Enfin, ça paraissait une orientation un peu compliquée. Ça s'est pas concrétisé, quoi, ce truc-là. Mais en revanche, moi, j'ai continué à appréhender le monde. Puis alors ça, c'est quelque chose de très beau. Le monde, il rentre en nous par le nez, quoi. C'est la respiration. On se remplit du monde, enfin des effluves du monde. Alors autant ce qui pue que ce qui sent bon. Où ça s'incorpore à notre corps par le nez, ça vient remplir nos poumons, et puis après, bon voilà, on recrache avec un peu de soi, un peu de notre souffle, tout ce mélange-là, et ça a quelque chose à voir avec le processus d'écriture, me semble-t-il. En tout cas, tel que moi je me raconte la chose, et pour m'aider à approcher le geste d'écrire, je me suis toujours beaucoup appuyée et adossée à des gestes artisanaux. Le geste du menuisier, le geste à l'établi et le geste du nez. Et Jean-Claude Héléna en parle avec des mots, moi, qui m'éclairent à chaque fois sur le propre mystère du geste d'écrire. Et j'adore l'écouter parler aussi. Il y a on peut le trouver sur Internet. Il y a plein d'émissions de radio sur France Culture où il s'exprime. Il en parle ultra bien. Puis il raconte. Il a une forme d'éthique dans ce monde qui est un drôle de monde, hein, le monde du parfum, du luxe. Et il a une éthique poétique en fait dans sa manière de concevoir les odeurs, en parlant de couleurs, en parlant de musique de manière très synesthésique, hein. Et voilà. Donc c'est quelqu'un qui est très ami aussi avec Olivier Rollinger, le chef, Olivier Rollinger, qui habite en Bretagne et qui lui aussi est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui maintenant travaille beaucoup autour des épices. Et ils sont amis, ils font plein de projets ensemble. Et parmi les projets, moi, que je trouve fous, Olivier Rollinger voulait traduire, je crois que c'était l'odeur de la brume, je veux pas dire de bêtises, en goût. D'accord, reproduire gustativement ok. Et l'odeur de la côte du Finistère, ou le vent sur la côte du Finistère. Enfin, des choses comme ça, c'est des sortes de défis qui se lancent. Et alors, il y en a un, c'est le goût, et l'autre, c'est le nez. Et leurs discussions, enfin, j'ai lu des discussions qui pouvaient avoir entre eux. Alors là, moi, je suis en plein dans mes marmites d'écriture. C'est vraiment des termes qui sont très semblables sur le travail de l'image, le pouvoir de la métaphore, et les sens, et la synesthésie. Parce que voilà, ça, Jean-Claude Héléna, si on plonge un peu plus loin dans son travail, il raconte à quel point parfois l'illusion d'une odeur va davantage évoquer par, je sais pas moi, la vanille que la vanille elle-même. Et ça, c'est dans le travail d'écriture, la question de la vraisemblance, c'est pas la vérité. Parfois, des mots qui ne seraient absolument pas attendus pour évoquer un coucher de soleil. Par exemple, moi, j'ai beaucoup pratiqué le faux plat pour parler du coucher de soleil, dans sa matérialité, dans son coulant, me semblait plus juste. Et c'est la question de la justesse et de la vraisemblance. Donc, ces hommes-là, là, en l'occurrence, ce sont des hommes, mais il y a des femmes nées là que je suis en train de découvrir dans une revue. Je l'ai mis dans ma liste. Oui. Ça s'appelle la revue Née, ouais,
qui travaillent vraiment comme des, voilà, le mot écrivain d'odeur, ça c'est très important pour moi. Et donc j'écris beaucoup avec les odeurs, moi aussi, parce que c'est une de mes portes d'accès au monde, le nez, encore et toujours. Ouais, comme ce que tu nous disais, c'est encore là aussi un parallèle avec l'écriture, puisqu'il me semble que tu disais que c'était Marie-Hélène Lafont qui mettait écriture et lecture sur le même plan, entre guillemets, Oui, que inspirer, expirer. oui. Alors, c'est pour des raisons différentes, mais on retourne autour de La cette question du question. souffle, la matérialité de la langue. D'ailleurs, c'est la langue en français, c'est un organe, hein. C'est autant que que notre Oui, langage. Ça, j'aime bien cette matérialité du corps, la corporéité de la langue et son origine orale, parce que c'est du souffle, c'est vibratil, c'est de la chair. Enfin, c'est et j'aime bien que ça s'entende dans la phrase. Enfin, moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Et tu vois, là, je vais te faciliter la tâche. C'est ce que j'aime chez Marilyn Desbioles, ok. que je citais Ouais, ouais, ouais. dans ma liste. C'est précisément ce que j'ai trouvé dans son écriture, dans La Sèche ou dans Anquise, la sensualité. Euh, une forme de... Mais une sensualité qui cherche pas à être belle. Une sensualité qui mêle le prosaïque, le laid, le, avec oui, une forme avec la délicatesse, sauvagerie et délicatesse, voilà, chez Marilyn Desbioles. Et en particulier dans Anquise, je dirais, c'est qui est un de mes préférés d'elle. Tel que tu en parles, et si on rattache ça à ton travail à toi, entre guillemets, si on rattache ça à ton travail à toi, je trouve que il y a la même attention qui est portée, encore une fois, aux descriptions, à la sensibilité, à la matérialité, aux gestes. C'est toujours des choses qui sont très ancrées, à la fois très expressives, et on ressent beaucoup les choses à la lecture, mais à la fois aussi très concrètes dans la description des gestes tels qu'ils sont. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence, on sent pas de différence, en tout cas, entre le traitement de quelque chose de beau et quelque chose, entre guillemets, encore une fois, c'est des grosses catégories, mais quelque chose de laid. On sent une volonté de faire sentir et ressentir ce qui se déroule, que ce soit quoi que ce soit. Ça peut être quelque chose, un événement extrêmement difficile pour un des personnages, mais il y a la même attention qui est portée, et on ressent autant l'un que l'autre. C'est pas simplement la volonté, tu parlais de coucher de soleil, hein, de dire le paysage était magnifique et les arbres verdoyants. Des fois, c'est des choses qui sont beaucoup plus dures, mais qui sont tout autant travaillées, et que le lecteur prend vraiment en plein cœur dans les deux cas. Bah, je te remercie déjà Ouais, parce que ça me fait bien plaisir ce que tu viens de dire, si c'est vrai. Mais non, mais parce que l'écriture de la matière, qu'elle soit noble ou ignoble, et alors voilà, on rejoint Victor Hugo, hein, le noble et l'ignoble, le sublime et l'ignoble chez lui, c'est quelque chose qui est fondateur d'une poésie des contrastes. C'est une fête. C'est une fête que d'écrire la puanteur, tout comme c'est une fête de décrire la luxuriance ou l'infinie délicatesse de quelque chose, peu importe en fait. Et moi, cette recherche-là du mot juste pour évoquer une matière, quelle qu'elle soit, me plaît, quel que soit l'objet dont il est question. Et sans hiérarchie aucune, parce qu'il s'agit alors, oui, je dis fêter, j'aime bien ce mot-là, de chanter, fêter, ce qui est une sensation, quelque chose qui m'a soit dérangé, soit fait vibrer, et je vis volontiers l'écriture comme un chant. ouais, et euh, sans jugement, enfin sans jugement, simplement dans la Ah non, volonté de trouver une forme littéraire oui, satisfaisante pour ce que tu essaies de refaire vivre. oui. Alors, il y a des personnages
dans l'autre moitié du monde, il y a des salauds. On peut pas dire que je suis du côté de Carlos ou de la marquise. Hein. Très clairement, je me positionne du côté du peuple du Delta, des libertaires et des anarchistes. Hein. Là, il n'y a pas Je, de, je suis rassuré. il y a pas de secret là-dessus. Mais me glisser dans la peau de ces salauds, c'était un jeu littéraire qui était plaisant aussi. Trouver des rythmes dégueulasses, trouver des sonorités aussi qui soient langoureusement vulgaires, c'était amusant. Euh, euh, mais non, pas de jugement. Et surtout pas sur le réel. Mais Oui. quand on aime sentir, et ça, justement, sous la plume de Jean-Claude Héléna, c'est quelque chose qui revient. On sent tout, on prend tout, hein, on trie pas. Oui, c'est l'expérience, Oui, qui compte. ouais. On parle pas mal là de façon de retranscrire effectivement le réel, c'est bête dit comme ça, mais ou des émotions ou de faire coïncider des émotions et de la lecture, etc. Moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti à la lecture d'un livre de Thomas Giraud qui s'appelle Le bruit des tuiles. Et Thomas Giraud, tu l'indiques dans ta liste, c'est pour ça que j'en parle là, et Chloé Pathé, qui est éditrice chez Anamosa, qui édite par ailleurs une revue qui s'appelle Sensibilité, comme quoi Ouais. tout se tient. Elle avait cité aussi Thomas Giraud pour la balade de Jackson C. Frank. Jackson C. Frank. Mais ça m'étonne pas. Tu vois, ça, c'est une belle constellation. Ça, Ouf. Non, mais ça, c'est une vraie belle constellation de complicité. Thomas Giraud, c'est quelqu'un qui compte vraiment dans mon parcours d'écriture. C'est un compagnon d'écriture. On, on s'est d'abord lu avant de se rencontrer. Et quand on s'est rencontrés, parfois le réel dément un peu les affinités qu'on peut avoir avec une écriture. Hein. Mais là, en l'occurrence, on est devenus amis. Et je m'adosse beaucoup à ce qui peut, à la finesse de son écriture, de l'absence, de ce que peut dire un objet, de ceux qui l'ont possédé, ou ce qui peut tisser dans les silences, avec une prose très, très poétique, très ténue, très travaillée, mais en même temps qui n'est jamais empesée, qui n'est jamais coquette. C'est toujours très juste, très sensible et très intelligent, mais sans s'afficher comme intelligent. C'est un auteur, moi, que je peux m'arrêter, je le lis très lentement parce que chaque phrase qu'on se déploie et a une puissance évocatrice qu'il faut laisser diffuser. Ça peut paraître faussement simple, et en fait non. Ça se répand. Et chaque texte a sa petite musique. J'ai lu, je crois, tous ces romans jusqu'à présent, et je pourrais, voilà, pareil, de manière un petit peu synesthésique, je leur attribuerais volontiers à chacun une petite musique. De Élysée jusqu'à Bastian Nader, et une musique assez d'éléments, assez aquatique tout de même. Quelque chose de souvent très aquatique chez Thomas Giraud, me semble-t-il. Peut-être moins dans le bruit des tuiles. Ouais. Là, c'est plus ancré dans la terre, une terre sèche, aride. Oui, c'est vrai que la terre sèche est au centre de l'histoire, mais c'est vrai que sur l'écriture, comme tu dis, de le lire lentement pour en profiter, pour l'absorber, il y a quelque chose effectivement où ça infuse, et des formules, des tournures. Enfin, je reviens à cette histoire du titre et
du bruit des tuiles, hein, moi, sans dévoiler l'histoire, parce que je pense que c'est un peu un moment marquant, en tout cas dans le livre, mais moi, c'est vraiment une expression qui m'a marqué. Et c'est rare que quelque chose, je trouve, marque autant dans un livre. Je m'en rappellerai longtemps, à la fois de cette scène, et à la fois de ce que ça décrit, et à la fois de se dire, c'est quelque chose, moi-même, dans ma propre conscience, dont je n'avais pas conscience, en fait. Et en le lisant expliqué à travers cette métaphore des tuiles qui cèdent l'une après l'autre, on va dire, de dire, oui, là, il décrit un moment, il décrit un instant qui est fugace, extrêmement dur à définir, et là, il trouve l'astuce littéraire, la tournure pour l'incarner. Ah bah, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et moi, c'est ça que j'admire et qui est un tour de force dans son écriture, c'est cette finesse psychologique qu'il a de déployer l'instant sous la peau d'un personnage. Moi, ça, c'est quelque chose que je sais pas faire, par exemple. Et j'en suis infiniment admiratif parce que moi, tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que moi, c'est le corps des personnages. J'arrive à me glisser dans leur épiderme, sous leur... Mais alors, ce qu'il y a de très puissant alors, particulièrement, moi, dans Bastianader, c'est cette exploration d'une psyché. Cette plongée à l'intérieur d'un esprit. Oui, et puis alors cette plongée imaginaire qui s'affiche comme imaginaire, hein, et qui s'assume comme imaginaire, ça c'est courageux aussi, hein, de s'attaquer à des gens qui ont existé et puis de s'en emparer de manière volontiers imaginaire. Enfin, c'est un acte d'écriture qu'il faut porter jusqu'au bout, et je trouve ça très beau. Merci de nous l'avoir. Merci de cette présentation de Thomas Giraud. On va refaire un petit. Là, tu vois, tu parlais d'imagination. On va faire un petit détour par la réalité. Ah non, pardon. Je te propose 2 petites minutes de rester sur l'écriture romanesque, parce qu'on n'a pas abordé Antoine Wauters, si je prononce bien son nom. Je veux bien que tu nous en dises 2-3 petits mots pour laisser encore un petit peu de place pour les quelques autres références qui sont plus tout à fait des livres, les autres références que tu m'as indiquées. Ouais, alors moi, Antoine Wauters, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est un auteur qui est publié pour la poésie chez Chêne, éditeur, et pour les romans chez Verdier. Il a aussi écrit aux éditions du Sous-sol. Et moi, parmi tous ces textes, il y en a un que j'aime particulièrement, c'est Nos mères. Et c'est un texte que j'ai lu après avoir publié mon premier roman, et qui m'a... Comment je pourrais dire ? Un peu à la manière de Sylvie Germain, c'est un texte qui m'a permis des choses. Il y avait une grande liberté dans la porosité entre la poésie et le roman, l'histoire et la phrase, une phrase qui se permet à peu près tout. Et ça, c'était très réjouissant de découvrir une écriture aussi, avec autant de relief, très incarné aussi, le corps capital, les sensations, et ça cherche pas à être beau. C'est ça qui me plaît beaucoup chez Antoine Wauters, jamais. Il y a un texte post-apocalyptique aussi qui s'appelle Moi, Marthe et les autres. Et je te lis le début juste de Nos mères. Ouais. Elle nous demande où nous vivons. Tout haut, nous ne répondons rien. Tout bas, nous répondons dans le plus grand et le plus beau lieu entouré de biefs, d'osselets, de cascades d'eau chaude et de fines pluies qui ne souillent pas, sur une terre blanche, dans un village de petite taille et de petites montagnes que nous n'allons jamais quitter, dit-on. Nous demeurons, nous disons, nous mordons et nous mordons, aveugles. Nos pieds nus caressés par les crocs de bêtes noires, des araignées peut-être, il y en a tant dans la région, ou des cafards, ils escaladent sur nous. Voilà.
Ça, c'est un tout petit bout de l'univers d'Antoine Waters, mais assez. Il y a des insectes, il y a des silences, il y a des volontés tenaces, têtues. C'est très très beau. J'aime beaucoup tout ce qu'il habite. Alors, puisque du coup on est repassé à travers cette lecture qui nous a bien fait sentir aussi l'écriture. Enfin, on Ah oui, c'est sent que écrit, c'est euh, travaillé. c'est écrit. Enfin, et moi qui ne connais pas, donc je vais pas faire semblant, mais on sent qu'on a une phrase qui est particulière. On sent que ça a été écrit par quelqu'un. C'est pas. Ouais. On sent qu'on a affaire à une volonté d'écrire particulièrement, quoi. Oui, mais en même temps, ça reste assez sauvage. C'est ce que j'aime chez lui, c'est que c'est travaillé, mais il y a quelque chose de l'ordre d'un mouvement premier qui est jamais empesé par le travail. Oui, ce que tu disais, ce que tu nous as expliqué, effectivement, oui, c'est pas, il y a pas, c'est pas trop démonstratif. Il y a pas Non, de volonté je crois d'en pas. imposer ou d'écraser par la qualité de Non, en tout l'écriture. cas, non, vraiment, moi, c'est pas ce que je sens chez lui. En tout cas, tel que tu le ressens. Hem et donc du coup, ben voilà, donc je disais le entre guillemets «le repassage par l'oralité» et puis, l'écriture, en tout cas moi c'est comme Ouais. ça que je le perçois, et puis une voix aussi puisque tu m'as indiqué, «Sur les épaules de Darwin», Ah oui. qui fait un petit écho, au titre de «L'épaule des géants», puisqu'on est sur la même filiation, intellectuelle Ouais. en tout cas. Voilà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de, peut-être de son écriture ou de la façon dont il raconte les histoires, plutôt scientifiques du coup qu'il met en scène? Ben, moi, sur les épaules de Darwin, de Jean-Claude Amezen, c'est avant tout l'émission de radio. Oui. Et après, je l'ai acheté en texte parce que à chaque fois que je l'écoute, moi, j'ai envie d'écrire 10 romans, quoi. Mmh. J'aime bien le terme ensemencer. Et vraiment, lui, il ensemence mon imaginaire. Et, et la science a ce pouvoir de raconter des histoires extraordinaires. J'aime bien l'idée que la science, elle se raconte avec des formules, tout comme le conte commence par une formule. Il était une fois, Mmh. enfin, et, et, et la formule magique. Et tout ça n'est pas, enfin, il y a du merveilleux dans la science. Ne serait-ce que regarder des équations. J'en ai mis une, j'ai mis celle de Schrödinger sur l'épaule des géants. C'est quelque chose que je trouve puissamment poétique et évocateur. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui s'adossent à la science, aux mathématiques. Bon, et je pense pas qu'aux auteurs de l'Oulipo. Hein. Oui. Il y a une force poétique que je trouve assez jubilatoire et qui amène assez volontiers l'humour aussi. OK. Par la science, comme Et ben moi oui, c'est assez joyeux la recherche, l'enquête scientifique, le parce que c'est assez inopiné souvent. Enfin, quand on réfléchit au sujet scientifique de thèse que certains peuvent mener pendant des années durant. Je sais pas, l'autre jour, je suis tombée parce que je m'intéresse en ce moment sur la question de l'eau et de la roche, et je suis tombée sur un sujet de thèse qui était la présence du calcaire dans les interstices de la carotte. Bon, voilà, là, c'est de la poésie. On peut pas dire autre chose. une poésie concrète, mais de la poésie. Assez Je brut. Ah c'est oui, brut, c'est ça. Je vois tu m'as indiqué également dans les revues, donc on a parlé un petit peu de nez, mais en fait là tu indiques Epsilon, mais c'est une revue de science, non? Si Ah on ouais, parle ouais, de ouais. la même? C'est les anciens de Science et Vie Oui, qui c'est ont ça, quitté qui Science ont et Vie et qui ont remonté, créé, ouais, qui ont créé Epsilon. Et bon, moi j'ai abonné ma fille aînée à cette revue. Puis en fait, on se bat quand ça arrive pour le lire en premier. Et j'adore parce que là, pareil, ça nourrit beaucoup euh, mon appétit d'histoire, les petites news scientifiques
sur des faits étranges, sur la matière noire, et notamment sur comment fonctionne le cerveau. Et il y a souvent des articles qui m'éclairent sur des choses que j'ai intuitivement senties, comme par exemple pourquoi j'ai des idées qui me viennent quand j'écris, et pourquoi je dénoue volontiers les problèmes narratifs sous la douche. C'est quand je racontais ça, des gens me regardaient un peu avec des yeux ronds en se disant bon, c'est un peu bizarre. Et ben non, ça, il y a une explication scientifique. Je l'ai découvert en lisant Epsilon. C'est une histoire de D'accord. concentration moyenne du cerveau qui permet de laisser sourdre l'inconscient, mais tout en gardant. Enfin voilà, c'est comme quand on fait la vaisselle ou qu'on conduit sur l'autoroute ou qu'on repasse. Voilà, des activités de concentration moyenne. J'explique ça de manière avec une vulgarisation de très bas étage, hein, pardon. Mais Ouais, alors pour moi, ça va. Par ailleurs, je pense qu'on est nombreux et nombreuses en faisant la vaisselle et ou le repassage et ou la conduite sur l'autoroute à écouter des podcasts. Ce qui nous amène, tu vois, là j'ai réussi là aussi. Je pense que c'est aussi ce genre d'activité un peu propice où tu as le corps un peu occupé à des gestes ouais, mécaniques et où tu peux exactement. aussi concentrer ton esprit Mais sur tout autre à chose. fait. Et donc, par exemple, comme ça, je vais profiter de cet entretien, du mouvement de cet entretien. On n'aura pas forcément beaucoup le temps d'en parler, mais tu cites l'excellent Bookmaker sur Arte Radio par Richard Guettet dans les œuvres importantes pour toi. Donc, il décortique dans des longs entretiens, beaucoup plus longs que ceux-ci, les mécaniques d'écriture chez les écrivains. Et c'est passionnant. Bah, moi, à partir du moment où j'entends des écrivains parler du geste d'écrire, je suis heureuse. Hein. Marilène Lafon, on n'en a pas parlé, mais voilà, quand elle parle de l'écriture, elle a une présence telle et une acuité telle qu'on s'incline. J'avais mis aussi les leçons d'écriture et de lecture de Jules Renard dans ma Oui. liste qui est publiée au Sonneur. C'est des morceaux choisis de son journal. Et qui parle précisément de la lecture et de l'écriture. Elle a pareil. Moi, j'avais commencé à souligner, puis j'ai arrêté de souligner parce qu'en fait, je soulignais tout. Oui, tu avais souligné tout le livre. Tout. Tout. Les entretiens de Jean Giono avec Tao Samrouche. Enfin, là, moi, j'ai beaucoup besoin de m'abreuver à l'expérience des autres. Et donc, ce Bookmakers fait partie des sources qui viennent, comment dire ça, oui, satisfaire ce besoin d'entendre les auteurs raconter pourquoi ils font ça, comment ils font ça, les cuisines, les coulisses et les cuisines. Oui. Et ça, bah, ce que tu fais un petit peu aussi, hein. Je trouve ça vraiment, vraiment stimulant, moi, à chaque fois. Et stimulant et rassurant. C'est une activité tellement incertaine et solitaire et un peu folle et qui prend tellement de temps que quand on entend quelqu'un qui est habité par les mêmes obsessions, qui est traversé par les mêmes doutes et qui par des petits déplacements va utiliser un mot qu'on n'aurait pas utilisé mais qui finalement tape plus juste, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Enfin, en tout cas, qu'est-ce que ça encourage. Oui, et j'imagine. Et par ailleurs, comme c'est des entretiens au long cours et dans lesquels ils abordent vraiment tous les aspects, je trouve que ça les rend, et qui choisit aussi particulièrement bien ses invités, Richard Guettet, mais Ouais. ça rend les écrivains et les écrivaines proches, quelque part très humains. Et je comprends ce que tu veux dire éventuellement sur le côté rassurant, c'est-à-dire qu'ils sont aussi nombreux dans les entretiens à confesser des choses très bêtes et très simples sur les conditions matérielles d'écriture, les freins, comment ils peuvent trouver 1000 façons de pas s'y mettre quand ils veulent pas, etc. Mais des choses très, très humaines. On n'est pas forcément que dans le grand geste de l'écrivain avec un immense E, on est vraiment Ah dans bah non. tout ce que ça comporte. Ah oui, dans la dimension très matérielle de l'écriture, Ouais. parce que ça n'est jamais qu'un travail, hein, de l'écriture. Il y a pas, enfin moi, à aucun endroit, je ne me placerai sous l'égide de l'inspiration platonicienne qui tomberait sur l'auteur. Non, c'est
certes, il y a des moments où on est au bord de soi-même, où il y a quelque chose qui est proche de la transe, mais ça, c'est dans l'énergie du travail. C'est l'énergie, ça vient du grec, c'est ergon, c'est dans l'énergie elle-même, quoi, enfin, du travail. Donc, ergon, le travail. Oui, mais je crois d'ailleurs, tu vois, là, j'y pense comme ça, hein, que je me demande si le sous-titre, c'est pas simplement, les écrivains au travail. Ah, c'est vrai, oui. Je crois que c'est ça. Hein. Oui. Je crois que c'est ça. Non, mais tu as raison. Tiens, c'est marrant, je l'avais jamais entendu comme ça. Et je suis en train de chercher, du coup, parce qu'il me semble... oui, c'est ça. C'est Marie-Hélène Lafont, tu vois, qui en parle dans Le Pays d'en haut. De ça aussi, de ce qui est dans le travail. Elle parle oui, celle qui décortique énergie. Ouais, ergon, ce qui est dans le travail. Ouais, tu vois, okay. Tout se tient, finalement. L'esprit d'escalier a du bon. Des fois, ça se rattrape. En tout cas, voilà. Donc, j'en profite aussi pour cette petite annonce de service dans les fins fonds de la page Twitter de l'émission. J'avais au moment de la sortie des livres, je crois, j'avais tweeté en disant si jamais ce tweet atteint 100 likes, je trouverai le courage d'inviter Richard Guettet. Pour l'instant, il y a eu un like qui est celui poli d'Arte Radio. Donc, il y a 99 bonnes âmes qui entendent ce message et qui veulent bien me donner la force. Je vous promets. J'ai pas Twitter, je crois que je peux pas, si j'ai pas Twitter, je peux pas tweeter, hein, c'est ça? Non, je crois pas. Mais j'espère que quelques auditeurs passant par là se diront, allez, je vais lâcher un petit like pour lui donner la force d'inviter Richard Guettet. Je te propose, à mon grand regret, de clore cet entretien. Alors d'abord, avant la citation, je voudrais te remercier pour ce bon moment et toutes ces super pistes de lecture que tu nous as proposées. Merci à toi pour cette invitation. Je t'en prie. Te remercier aussi, voilà, comme je l'avais fait au début, pour tes livres, et te proposer donc pour terminer à la fois donc cet entretien et puis cette saison. On se retrouvera normalement en septembre avec la citation de clôture, hein, évidemment, on va pas changer les bonnes habitudes. Et donc je te propose de nous lire la citation que tu as choisie pour terminer ces 2 entretiens. Un petit bout des Misérables, tout petit bout, mais que je trouve très lumineux, et qui commence comme ça. Tenter, braver, persister, persévérer, s'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Le même éclair formidable va de la torche de Prométhée au brûle-gueule de Cambronne. Ça me plaît bien parce que, tu vois, ça sent une belle réponse à la citation de début de la semaine dernière de King Kong Theory. Ouais, effectivement, ça dialogue pas mal dans des styles différents, mais effectivement, il y a des échos de l'un à l'autre. Il y a des échos fertiles, ouais. Merci beaucoup encore une fois, et à très bientôt. Merci. C'était le 20e épisode de Constellation de papier, un épisode enregistré entre Marseille et les Hautes-Alpes le 8 juin, avec la participation du Chœur des Grenouilles, et mise en forme le 19. Il me semble d'ailleurs que sur ce point-là, la progression est sensible depuis le premier épisode. Il y a 42 ans, paraissait aux éditions Loubatière le premier tome de la bande dessinée Les Champs de Pyrène. L'auteur, Pertusé, y raconte le parcours d'un bout à l'autre des Pyrénées d'un fils de notaire dilettante, accompagné d'un berger béarnais, et leur entreprise de collecter les contes et légendes du folklore pyrénéen en voie d'extinction, à la fin du 19e siècle. Je pense que c'est le livre que j'ai le plus lu de toute ma vie, tant il contient tout ce que j'aime. Et ces derniers mots résonnent pour moi avec la phrase reprise comme titre par Laurine Roux sur les épaules des géants. Je cite. « Je suis une montagne, la tête dans les nuages, mais le cul par terre. À bientôt !